Aujourd'hui, c'est peut-être un des épisodes d'Histoire d'un JoJo les plus importants que je puisse vous proposer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le protagoniste dont je vais vous parler est un des JoJo les plus emblématiques qui existent, bien plus que les deux précédents dont j'ai déjà pu vous parler. C'est le véritable fer de lance du manga, puisqu'il fera une apparition dans toutes les parties qui suivront celle dont il est le personnage principal. Une apparition plus ou moins importante, de la place de personnage secondaire à simple caméo. Presque tout chez ce personnage nous fait nous souvenir de lui. Son caractère taciturne et très vulgaire, sa musculature assez impressionnante pour son âge, ou évidemment son stand Star Platinum. Comme tous les autres membres de la famille Joestar, il va être contraint, malgré son jeune âge, de partir à la recherche du principal ennemi de sa lignée, le vampire Dio Brando. Pour ça, il va constituer une petite équipe constituée de manieurs de stand comme lui, et notamment de son grand-père Joseph Joestar. Comme dans tous les autres épisodes d'Histoire d'un JoJo, je ne vais rien spoiler de plus que la partie dans laquelle Jotaro est le personnage principal. En ce qui concerne les autres, je ne vais pas dépasser l'intrigue des premiers chapitres, où je ne vais parler que de trucs mineurs, rien qui puisse vous gâcher l'intrigue principale. Donc la seule chose que vous devez avoir lu pour ne pas vous faire spoil, c'est la partie 3 Stardust Crusader. Installez-vous et préparez-vous pour un long périple à travers le monde, parce que le troisième épisode d'Histoire d'un JoJo est dédié à Jotaro Kujo. Le personnage de Jotaro apparaît pour la première fois le 27 mars 1989, lors de l'apparition du tout premier chapitre de la partie qui lui est dédiée, Stardust Crusaders. Il apparaît tout d'abord en tant que lycéen, fils de Holly, la fille de Joseph, et d'un musicien constamment en déplacement. C'est un lycéen très bien bâti pour son âge, puisqu'à 17 ans, il fait déjà 1m95 pour 82 kg. Un beau bébé donc, qui n'a pas l'habitude de retenir ses coups. Jotaro est un adolescent assez violent, et qui, comme son grand-père dans la partie 2, n'hésite pas à distribuer des mandales à tous ceux qui se dressent sur son chemin. La première fois qu'on le voit, Jotaro se trouve dans une cellule, et il ne souhaite pas en sortir puisque selon lui, il est possédé par un esprit. Un esprit capable de voler des bières, l'arme de service du policier en face de lui, ainsi que d'arrêter une balle en pleine course. C'est sa rencontre avec son grand-père qui dénouera la situation. Il l'informe qu'il n'est pas habité par un esprit, mais par un stand, qui techniquement est un esprit aussi, mais surtout une représentation physique de l'énergie vitale de son utilisateur. Cette représentation apparaît sous forme de silhouette ayant des capacités un peu spéciales. C'est cette découverte qui va lancer toute l'intrigue de la partie, puisque le stand de Jotaro est apparu à cause de Dio Brando, l'ennemi de son arrière-grand-père qui non seulement a survécu aux événements de la première partie, mais s'est aussi approprié le corps de ce dernier afin de survivre et de pouvoir reprendre ses projets. Dio s'est planté une flèche qui lui a conféré son stand The World, et comme il s'est servi du corps de Jonathan, ça a déclenché une réaction en chaîne, donnant des stands à tous les descendants du premier JoJo. Mais ce qui permet à Jotaro d'être plus puissant, sa mère, elle, ne peut pas le supporter. Elle tombe malade quelques jours plus tard, succombant à ce stand qui semble se retourner contre elle. La seule solution pour lutter contre cette malédiction est de retrouver Dio et de l'éliminer, afin de libérer sa mère, et sa famille par la même occasion, de ce mal. C'est comme ça qu'avec l'aide de Kakyoin, un garçon qui était sous le contrôle de Dio et qui a été libéré par Jotaro, son grand-père ainsi que son compagnon de voyage Avdol, et enfin du français et un des meilleurs personnages du manga, Jean-Pierre Polnareff, qu'ils partent en direction de l'Égypte, la tanière du vampire. Durant tout ce périple, les membres des Crusaders vont se serrer les coudes et vaincre les sbires de Dio un par un, jusqu'à arriver à lui. Le combat opposant Jotaro à Dio est, et je n'ai pas peur de le dire, un classique dans l'histoire du shonen. Jotaro découvre enfin la vraie propriété de son stand, et il se trouve que c'est la même que celle de son adversaire, celle d'arrêter le temps. Après un affrontement dantesque, il arrive à mettre un terme à la vie de Dio. Les dernières images de Jotaro sont celles de lui et de son grand-père, regardant la photo qu'ils ont prise dans l'avion qui les ramène chez eux. D'ailleurs, tant qu'on parle de ce combat, il y a quelque chose que je n'avais pas compris au début. Je croyais que Star Platinum avait réussi à copier la capacité de The World. Et le fait que Jotaro ajoute ce nom à Star Platinum à partir de la partie 4 ne m'a pas aidé. Mais il semblerait qu'il ait tout simplement éveillé le même pouvoir que Dio, ce qui peut nous faire penser qu'il y a un lien entre la généalogie et les capacités des stands. Sachant qu'en plus, et j'en ai déjà parlé dans le tout premier épisode, le stand du corps de Jonathan ressemble beaucoup à celui de Joseph, donc ça se tient. Diamond is Unbreakable se déroule 10 ans après les événements de Stardust Crusader. Jotaro part à la recherche du fils illégitime de son grand-père dans la petite ville de Morio. Il occupera la place de mentor pour Josuke, qu'il va aider durant la traque du serial killer qui sévit dans la ville. Une anecdote pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué durant leur première lecture, Jotaro n'a jamais utilisé son stand pendant les 10 ans qui séparent la partie 3 et la partie 4. Et au moment où il le ressort contre Josuke, il ne s'en sert pas complètement. Il reste sur la défensive et utilise sa capacité d'arrêter le temps. Preuve que le personnage a quand même évolué et est devenu un peu plus réfléchi que dans le passé. Je passe très vite fait sur son apparition dans Golden Wind puisqu'il n'apparaît que 2 fois, dont une fois dans un flashback. On y apprend qu'il a envoyé Koichi à la recherche de Giorno, le fils de Dio dont il a appris l'existence. Il est aussi parti à la recherche avec Jean-Pierre Polnareff des autres flèches à travers le monde. Il a à nouveau un rôle principal dans la partie 6 Stone Ocean. Il veut aider Jolyne à s'évader de la prison dans laquelle elle est détenue, parce qu'elle devient une cible facile pour les disciples de Dio, dont la parole fait encore écho chez certaines personnes, même 30 ans après sa mort. Et parmi ses disciples les plus virulents se trouve le prêtre de la prison, un certain Enrico Pucci. Dans toutes ces parties, on peut assister à une certaine évolution dans le caractère de Jotaro. Il est d'abord assez violent et vulgaire dans la partie 3, manquant de respect à tout le monde et notamment à sa mère et son grand-père.
Mais malgré cette première impression qu'on peut avoir du personnage, il respecte pourtant les mêmes valeurs que les autres JoJo dont j'ai pu parler. Un des exemples les plus marquants est quand ils sont attaqués par un des sbires de Dio qui a le pouvoir de répercuter tous les dommages qu'il prend sur une autre personne. En l'occurrence, c'était Joseph qui était visé, et pour lui sauver la vie, Jotaro est prêt à se plier aux 4 volontés de ce manieur. Ce n'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais malgré son sale caractère. Et c'est ce qui rend ce personnage assez unique parmi les protagonistes de JoJo's Bizarre Adventure. Puis dans la partie 4, on remarque qu'il est devenu un peu plus adulte. Il est plus calme et il agit un peu plus en tant que mentor pour Josuke, mais aussi pour le reste de son groupe d'amis. Il exprime d'ailleurs plus souvent son respect envers les gens, et il semble un peu plus sympathique d'une manière générale. Et enfin, la partie 6 le place dans une position à laquelle on ne s'attendait pas, celle d'un père de famille. Qui plus est, il a une fille, et quand on voit son passif avec les personnes du sexe opposé, on pouvait s'attendre au pire malgré son développement dans Diamond is Unbreakable. Mais c'est un père qui, malgré ses obligations liées à la fondation Speedwagon, a toujours voulu protéger Jolyne. Et c'est leur rencontre ainsi que les événements de Stone Ocean qui déclencheront le vrai développement de cette dernière. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir en temps et en heure. Alors après tout ce qu'on vient de dire, c'est le moment de faire un petit point. Pourquoi Jotaro est un des JoJo les plus marquants ? Déjà, on va pas se mentir, une des raisons de son succès est qu'il apparaît dans toutes les parties qui suivent Stardust Crusader. Il aura fallu qu'Araki opère un changement majeur à partir de Steel Ball Run pour que nous ne voyions plus le personnage. Mais en attendant, Jotaro est apparu dans 4 parties différentes, détenant ainsi un record qui, je pense, ne sera jamais égalé par un autre JoJo dans le futur. Le fait que pendant un temps, tout le monde s'attendait à voir Jotaro dans la partie qui venait, en a fait le visage de JoJo's Bizarre Adventure. Et dire que l'anime lui a offert une deuxième popularité grâce à son doubleur, son sound design ou plus récemment sa VF, c'est un euphémisme. Jotaro est le symbole des JoJo, tout simplement. Il l'est grâce à sa longévité, mais aussi grâce au charisme dont il fait preuve. Hirohiko Araki a écrit un personnage très attachant mine de rien. Je pense que son comportement brutal nous fait plus rire que nous énerver ou autre chose. D'autant qu'il est assez vite contrebalancé par l'amour qu'il porte à sa famille, même s'il ne l'exprime pas par des mots. Il est quand même prêt à traverser la moitié du globe pour porter secours à sa mère. J'en ai déjà parlé dans les 2 premiers épisodes et c'est quelque chose que je continuerai à évoquer parce que c'est ce qui relie tous les Joestars entre eux. Mais Jotaro exprime toutes les valeurs de la famille, notamment le courage, mais surtout la volonté de protéger les autres. Mais vous savez, je trouve que si Jotaro est vraiment un JoJo si particulier, je pense que c'est surtout à cause de la partie dont il est le héros. Stardust Crusader est une partie qui a 2 très grosses responsabilités. La première est d'introduire la toute nouvelle mécanique de combat, les stands. Le fait de changer les règles du jeu en plein milieu d'une histoire, j'ai pas besoin de vous dire que c'est très risqué. Mais sur ce point, Araki ne s'est pas loupé, et cette nouvelle façon de combattre nous offre des mises en scène beaucoup plus élaborées qu'avec les 2 parties précédentes. Et la seconde est qu'elle doit conclure un arc narratif qui dure depuis le tout premier chapitre. C'est à Jotaro et à Joseph de mettre un terme à un des méchants les plus iconiques du monde du manga, et un des hommes qui représente lui aussi le mieux JoJo's Bizarre Adventure. Jotaro est le personnage qui arrive à enfin vaincre Dio, après 3 parties espacées sur plus de 50 narrations. Même si je trouve que la partie 3 traîne trop en longueur à certains moments, c'est d'ailleurs une critique que je retrouve assez souvent, on ne pourra jamais lui enlever le fait que c'est celle qui marque un tournant. Et ce tournant est porté par la fin du grand méchant d'une part, et d'autre part par l'avènement d'un nouveau héros, qui a la charge de vaincre ce grand méchant, mais aussi de servir de mentor pour les JoJo qui vont suivre, jusqu'à la décision radicale d'Araki de changer de direction en 2004. Je sais que ça n'est pas vraiment une, mais j'ai toujours vu les 3 premières parties comme une trilogie qu'on aurait pu voir au cinéma, dans un jeu vidéo ou dans la littérature plus classique. L'antagoniste qui plane au-dessus des héros est le même durant cette période. Phantom Blood nous introduit l'antagoniste, Battle Tendency change un peu de direction et nous présente un personnage qui aura son importance dans l'opus suivant, tout en nous montrant de quoi sont capables les vampires, puisque les hommes du pilier sont très similaires, et de quoi ils seraient capables sous forme parfaite. Et enfin, Stardust Crusader nous offre une conclusion à cette histoire. Elle change quelques règles, certes, mais par-dessus tout, elle marque la mort de l'ennemi et une conclusion à la quête des Joestars. Et Jotaro, c'est ce personnage qui termine une boucle pour en commencer une nouvelle. Merci à tous d'avoir regardé ce 3e épisode d'Histoire d'un JoJo. J'espère que mon analyse de Jotaro vous aura plu. Si vous pensez que j'ai raté un aspect du personnage, n'hésitez pas à me détailler votre avis en commentaire, je les lirai tous. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vise les 1000 abonnés avant la fin de l'année et je suis sûr que c'est possible. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux, je fais 1 à 2 TikTok par semaine, je fais minimum 1 live par semaine sur Twitch et je suis assez actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow là-bas. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.